Hello, 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 hello tout le monde. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live les gars. J'ai une connexion qui est bien, mais je l'ai jamais utilisée pour stream. Du coup je sais pas si ça a marché ou pas. On fait un test, mais je pense que ça devrait le faire pour l'instant. Pour l'instant ça marche bien, normalement ça devrait le faire parce que c'est quand même une connexion qui est puissante. Et j'avais 0 paramètres OBS. Du coup j'ai dû mettre des anciens paramètres OBS. C'est pas ceux qu'on a d'habitude en stream. Mais bon, il marche quand même. Vous voyez que c'est plutôt cool. C'est quand le prochain live avec Alan? Bah les gars, Alan là il est dans sa chambre. Je sais pas où il est. Je pense qu'il est dans sa chambre. Quand le prochain live, bah là c'est compliqué parce que j'ai un setup. Laisse tomber, ça fait peur. Vous voulez que je vous montre? Attendez, je vais vous montrer. Là, mon vieux PC, ma petite lumière. J'ai mon portable là pour faire le chat avec la bouteille d'eau qui tient. Et regardez, il a le bordel. Oh non! Et moi, je suis pas bien organisé au niveau des setups, c'est jamais propre. Mais bon, tant que ça marche, c'est le plus important. À Malte, j'avais le setup parfait, c'est-à-dire que j'ai un bureau qui se levait et qui baissait. Du coup, j'avais juste à le lever. Et nous, on pouvait se mettre debout et on pouvait parler à deux. Franchement, à Malte, j'avais le meilleur setup possible. Et c'était trop bien pour stream à deux. Mais du coup, dès qu'on revient à Malte, les gars, on va relancer les streams une fois par semaine, comme on faisait à l'époque. Et ça, c'était trop cool. La dernière fois, je suis retombé sur les rediffs de live qu'on faisait à Malte, c'était génial. T'es où en Thaïlande? Je suis à Koh Phangan, les gars. Je vais vous montrer sur Maps. En vrai, Koh Phangan, c'est vraiment l'île pour faire la fête. Puis, les gars, il fait 30 degrés tous les jours. Ah, moi, ça, c'est vraiment le temps parfait que je kiffe le plus, de monter tout le temps dehors. Les gars, franchement, Koh Phangan, c'est l'île la plus connue au monde pour faire la fête. Il y a des fêtes de fous furieux sur l'île. J'ai jamais vu ça. Il y a une plage. Je sais pas si vous avez regardé un peu les stories Insta, mais il y a une plage où on est allé avec Alan. En fait, ils font les full moon et les half moon. Et du coup, c'est 2 fois par mois. Une fois par mois, ils font la half moon et une autre fois par mois, ils font la full moon. Et là, il y a une semaine, on a fait un full moon sur cette plage-là. Non, c'était celle-là, là. Il y avait 50 000 personnes sur cette plage. 50 000. C'était un bordel. Mais laisse tomber. Et du coup, ouais, Koh Phangan, c'est tac. La France ici. Du coup, Malte, c'est là. C'est ma petite île où j'habite. Et la Thaïlande, du coup, c'est de l'opposé. Et en octobre, j'étais à Bali, ici. Après, il fait Nusa Penida. Nusa Penida, trop bien, je trouve qu'il fait. Et après, Phuket. J'ai fait Phuket ici. C'est pas mal, mais c'est un peu trop... Alors, je sais plus où c'est Phuket. Ah oui, non, c'est plus bas, c'est là. C'est là. J'ai moins aimé Phuket parce que il y a pas beaucoup de nature. C'est très ville. Très ville, je suis un peu moins fan. Et j'ai essayé de faire Bangkok là avant de partir à Malte pour voir. Ça m'intéresse. Et après, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que pour revenir à Koh Phangan, c'est un peu la galère. Mais en gros, j'atterris à Bangkok. Je reprends un avion qui apporte à Koh Samui. Et après, en fait, de Koh Samui à Koh Phangan, là où je suis, t'es obligé de prendre un bateau. Il n'y a même pas d'aéroport sur Koh Phangan. C'est une île, les gars, laisse tomber. Genre, c'est tout petit. C'est 3 fois plus petit que Malte. Bref, ça c'est fou. Et du coup, je kiffe cette île-là. Elle est vraiment pas mal. Je suis en train de regarder pour investir au niveau de l'immobilier. C'est des trucs intéressants à faire. Acheter des terrains, puis construire des villas. En fait, tu peux acheter des rails de terrain. Et un rail de terrain, tu peux construire 3 villas de luxe dessus. Et c'est cool. Et du coup, je pensais pourquoi pas acheter le terrain, puis construire des villas en bull run. Ça peut être bien. À voir. Ça peut être intéressant. Il y a des gros rendements en fait. Après, tu peux pas te faire prêter de l'argent par une banque, mais t'as vraiment des gros rendements. Et du coup, l'île, moi je kiffe parce qu'il y a beaucoup de nature un peu de partout et tout. Et tu te balades en moto dans tous les sens. C'est vraiment pas mal. Regardez le monde. Regardez la plage. Non mais c'est abusé, ça en finit jamais. Regardez, ça va jusqu'à là-bas au fond. Et après, regardez, tout là-bas, je sais pas si vous voyez, tout là-bas, ça va jusqu'à très très loin. Il y a une autre vidéo, on voit un peu mieux. C'est celle-là. Regardez là comment on voit. Regardez ça, tout là-bas, tout le long là. Et genre, c'est rempli de partout. On a déjà fait des gros festivals et tout, mais là, quand même 50 000 personnes sur une plage, ça fait beaucoup. Et du coup, c'est cool, ça fait des bonnes soirées. Les gens sont méga chill. C'est la première fois, je vois un ratio où il y a autant plus de filles que de mecs en soirée, c'est hallucinant. Et je sais pas, parce qu'en fait, vu que la Thaïlande, c'est quand même assez sécure, alors ça dépend les endroits, je pense, mais là où à chaque fois je suis allé, c'était vraiment sécure à chaque fois. Et du coup, je pense que c'est une bonne destination pour les gens qui veulent faire la fête et tout. C'est pour ça qu'il y a autant de monde au final sur cette petite île. Et tu as le droit en tant qu'étranger d'acheter des terrains. Ouais, bien sûr. Alors, tu peux pas être propriétaire en vie. En fait, quand tu achètes un terrain en Thaïlande, tu peux avoir une location, c'est de 30 à 40 ans, puis après, tu peux la prolonger jusqu'à 50 ans. Mais l'avantage sur ces îles-là, là, comme à Koh Phangan, en fait, t'as tellement de rentabilité qu'au final, en 1 an et demi, t'as rentabilisé ta maison. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que par exemple, là, acheter un terrain, un rail, là, ça me coûte à peu près 90 000 balles, 90 000 euros. Plus les constructions, ouais, ça a coûté à peu près 400 000 euros, 3 villas. En fait, tu fais des villas qui sont aérées, vu qu'il fait tout le temps chaud. Genre la cuisine, elle est dehors, etc. Et en fait, ça fait des villas super luxueuses. Mais c'est ce qu'on avait avant, là, en octobre-novembre. C'est une villa de fou furieux, hyper luxueux et tout. C'est trop beau. Mais il y a une vue de fou avec piscine et tout. Mais en fait, ça revient très peu cher la villa. Parce qu'au final, il y a
pas tant de construction ça. Et t'as juste les murs, mais sinon c'est tout ouvert sur l'extérieur. Donc ça revient pas si cher que ça. Et si tu comptes le prix du terrain plus la construction de villa, en 1 an et demi quasi tu rentabilises tout ton investissement. C'est assez hallucinant. Et le problème c'est que ouais, ça fait que en fait monter en termes d'immobilier parce qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent. Et surtout t'as de plus en plus en fait avant c'était surtout des gens qui étaient des étudiants et tout qui n'avaient pas forcément trop d'argent. Et de plus en plus t'as des mecs riches qui commencent à venir sur ce genre d'île. Et t'as beaucoup de Russes qui viennent et qui font monter le marché directement. Et eux dès qu'ils arrivent ils sont prêts à lâcher. Les loyers sont hallucinants. Par exemple, la villa où on est actuellement, avec Alan, on paye 4 000 € par mois. 4 000 € par mois, alors que les gars, on est en Thaïlande. Et après, la villa, elle est bien. Elle est grande, il y a une piscine et tout. Mais pour le même prix, à Malte, j'ai mieux. Alors que c'est à Malte. Et à Malte, par exemple, le niveau de vie à Malte, il est à 800 € par mois, le SMIC. Alors qu'en Thaïlande, il est à 200, 300. Et en fait, la location sur ce style-là, je crois que c'est l'une des plus chères grâce au Full Moon en fait, tout simplement. S'il n'y avait pas ça, ce serait pas comme ça. Je voulais voir Twitter, plusieurs choses. Déjà, j'ai vu un tweet de Lilian de chez Cryptos. J'ai vu d'ailleurs, il avait fait un réel sur YouTube, un short, très très intéressant, sur les tokens qui peuvent chuter à cause de leur token unlock. On va prendre l'exemple du premier token, voilà, le Hubcoin. Et il a un total par exemple de 1 milliard de tokens. Et à telle date, il va y avoir 100 millions de tokens en plus qui vont être délibérés et qui vont être mis sur le marché. Du coup, ça crée une forte inflation directe sur le token. Et du coup, là, c'est ce qui se passe pour ces tokens-là. Le 17 février, on va avoir 2% de la capitalisation totale du Hubcoin qui va être libérée sur le marché. Et du coup, ça, c'est pas une bonne chose en fait pour le token vu que ça crée pas mal d'inflation. Et vous voyez là, vous avez le nombre de tokens. Donc, il y a le Hubcoin. Impact estimé, il a mis faible. Ensuite, il y a le Uni, c'est 1,1% de sa capitalisation, donc ça reste encore assez faible. Et ce sera du coup le 16 février, impact assez faible aussi comme il a mis. Là, impact un peu plus modéré parce que, vous voyez, on passe à 2,8% de la capitalisation totale qui va être libérée. Ça, c'est pour le APT. Et c'est vrai que quand vous regardez ça, moi j'étais en mode, mais je l'ai shorté ce token, c'est pas possible. Regardez le APT comme il est haut, sérieux. Non mais, regardez ça. Il est tout en haut. Plus 500%, sa tendance commence à s'essouffler là. On peut regarder un peu au niveau des volumes, mais à mon avis, on a des volumes qui sont complètement descendants. C'est ça, vous voyez. On a clairement une tendance qui commence à s'essouffler. Et dans quelques jours, le 12 février, donc dans 2 jours, on va avoir 3% de sa capitalisation totale qui va être apportée sur le marché, qui va être mise sur le marché en termes de tokens. Donc ça va être énorme. Ce qui risque de faire chuter tout simplement le APT, ce qu'il est déjà en train de faire. Comme d'habitude, attention avec le buy the rumor, là c'est le news. Quand la news va sortir, ce sera peut-être un peu trop tard. Je sais pas. Je sais pas si c'est bien connu ce genre d'infos. Il y a aussi le bit de Bybit, le BitDAO. Et lui, vous voyez, regardez la capitalisation, on est à 9%. Non mais c'est abusé. Et le dernier, c'est le Send. Alors lui c'est quelque chose, le Send. On est sur 18%, les gars. 18%. Je sais même pas que... Je me demande pourquoi il faut ça. Enfin, pourquoi il y a autant de tokens libérés. Après, c'est une stratégie comme une autre. Mais du coup, un risque très très élevé aussi comme il met. Là, c'est vraiment beaucoup. Hein. Quasi 20% de la capitalisation totale qui va être mis en une seule fois. C'est vraiment beaucoup. Je veux voir le graphique du Send. Qu'est-ce que ça donne? Sandbox... Pour l'instant, ouais, ça a l'air d'aller, hein, mais on verra s'il y aura un réel impact. Après, à long terme, c'est une bonne chose parce que au moins, on sait que les tokens, ces tokens-là sont sur le marché maintenant. Quand ce sera fait. C'est comme le Casper. Par exemple, le Casper, on avait ce problème-là. On avait beaucoup de tokens qui n'étaient pas encore libérés sur le marché. Et du coup, on était en mode, ouais, c'est pas ouf la tokenomics, ça fait chier de rentrer sur Casper parce qu'il y a beaucoup de tokens dans le futur qui vont arriver sur le marché, quoi, des nouveaux tokens. Et du coup, ça crée de l'inflation. Et que maintenant, Casper, tous les tokens ont été mis, tous les tokens qui restaient ont été apportés sur le marché durant 2022. Et du coup, maintenant, ils ont plus de nouveaux tokens à mettre. Et ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Et après, la grande question que moi je me pose, c'est ce gap-là. Parce qu'on a ce gap ici à 20 000 $. Est-ce qu'on va le combler? Est-ce que si on le comble pas, vous voyez, ce qu'on peut très bien faire, c'est ça, hop, venir juste au-dessus du gap, ne pas combler le gap et monter en fait. Et du coup, on ira chercher liquidation et on forme un gap de rupture. Et du coup, gap de rupture, forte tendance haussière par la suite. Ça me fait vraiment penser au gap des 9600 $ qu'on a vu ici. Où vous voyez, on était hop, monté, on avait formé le gap et on avait fait notre retracement et on s'était arrêté juste au-dessus du gap. Du coup, on l'avait pas comblé. On était allé chercher les liquidités ici, les liquidations là. Et après, on était monté puis on avait formé notre gap de rupture qui avait totalement explosé. Si on fait un gap de rupture, si on valide un gap de rupture ici, là, vous pouvez être pas sûr, mais quasi sûr, hein, il y a de grands pourcentages de chances qu'on pète fort à la hausse, quoi, et qu'on fasse un plus 50, 100% assez facile sur Bitcoin. Parce que les gaps de rupture, c'est très très rare. Vous voyez, depuis que ça arrivait que 2 fois. Depuis 2017, donc depuis 5 ans, ça arrivait que 2 fois les gaps de rupture. Il y en avait eu un ici. Alors il est petit, il faut avoir l'œil pour le retrouver. C'est un petit gap, mais c'était quand même un gap de rupture. C'était quand même un gap de rupture. Alors, il était moins pertinent parce que c'est en H4. C'est quand même plus pertinent quand vous avez un gap de rupture en daily. Je vais vous montrer après pourquoi. Hop. Allez, on prolonge ça. Je vais le mettre jusqu'à aujourd'hui. Mai 2022, on se rapproche. Tac. Mai 2023, c'est bon, là, on doit être pas mal. Allez, je le prolonge encore. Donc oui, depuis 2017, depuis 5 ans, on n'a eu que 2 gaps de rupture au niveau de Bitcoin. C'était
celui, oui, depuis 2017, le Chicago Mercantile Exchange, là, parce qu'on est sur le CME, hein, sa bourse de Chicago, je vous rappelle. Du coup, ce gap de rupture ici, oui, par la suite, on a une forte tendance haussière. Et surtout, ce gap de rupture aux 9600 $ là en daily, où pareil, forte tendance haussière par la suite, ça a poussé fort. Et du coup, là, c'est le troisième gap de rupture qu'on a pour l'instant, parce que pour l'instant, c'est un gap de rupture, parce qu'on l'a toujours pas comblé. Mais attention, on est encore assez proche, ouais, et c'est pas impossible de le combler. En fait, le marché va faire en sorte d'aller le combler. Le fait de ne pas le combler, c'est plutôt une anomalie, en fait, si vous voulez, des CME. Et normalement, à chaque fois, ils doivent aller le combler. Enfin, ils font tout pour aller le combler. Donc là, c'est pas encore gagné. Mais c'est vrai que si on va pas le combler, c'est une très très bonne, c'est un très très bon signal pour le BTC. Donc voilà, on n'y est pas encore, mais on surveille. Et après, si on au niveau de la hausse, forcément, il y a d'autres gaps au-dessus, mais eux, ils sont moins intéressants, 27 000 et 36 000. Le GRT, ouais, c'est abusé. Ouais, j'en avais parlé en vidéo, c'est vrai, et GRT, c'est hallucinant. Hein. Si on revient sur TH, c'est un x53. Et GRT, tu vois, il est intéressant parce qu'il a un potentiel de x50, c'est énorme, jusqu'à son ATH. Et c'est un altcoin qui est pourtant, tu vois, il a un gros potentiel de hausse jusqu'à son ATH, et c'est un altcoin qui est bien, hein, au niveau du projet, c'est solide, il y a des trucs derrière, quoi. C'est pas un shitcoin du top 500 ou du top 1000, mais il est plutôt bien classé, GRT. Hein. Je crois il est pas trop mal, hein. Ouais, il est top 40. Mais attendez, mais GRT, il était... Attendez, mais il est 40 au market cap GRT, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Il était 40 au market cap GRT. Comment c'est possible que son ATH, il a x55 de son ATH? Quand il était à son ATH GRT, il devait être dans le top 10, c'est pas possible. Ça, c'est fou. Ouais, GRT, gros potentiel, hein, parce qu'il est dans le market, il est haut dans le market cap, c'est un projet solide et tout. Il a un x55 jusqu'à son ATH, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et là, il a pété récemment en daily, mais je sais pas trop pourquoi exactement. Dans les private sales, là, j'investis sur quoi? Faut que je m'en souvienne. Les gars, j'ai trop de private sales. Je crois que j'investis dans 20 private sales. Non, mais ça, c'est abusé. J'investis dans 20 private sales. C'est quand même hallucinant. J'ai passé toute mon année à essayer de chercher private sales et investir dedans. Et il y a 2 private sales, il me semble, où c'est un jeu. Il y a Blast Royale, il me semble. Blast Royale, Mafia Foot et Chili Chat. Je crois qu'ils sont 3. Tiens, il y a Meta Nexus aussi, sur lequel je suis rentré récemment. C'est Trappa, le youtubeur Trappa qui m'a fait rentrer dessus. Qui fait du Clash Royale, lui. Et il a lancé un projet dans le métaverse. Meta Nexus s'appelle, je suis rentré dessus, ça a l'air intéressant. Oval aussi, putain, ouais, j'ai oublié Oval aussi. Oval, c'est plus comme son rare au niveau du rugby. Oval, je suis rentré dessus aussi en private. Je vais expliquer, mais en gros, les private, c'est compliqué. Tu peux pas y participer. Et même, je te déconseille d'y participer. Parce que c'est pas. En fait, les pré-sales, c'est pas trop fait pour les particuliers. Parce qu'en fait, tes tokens, ils sont bloqués pendant super longtemps. Et il faut mettre quand même de grosses mises. À chaque fois que je rentre sur une pré-sale, en général, moi, je mets 10 000 ou 20 000 euros. Du coup, ça coûte cher. Et surtout, quand tu rentres sur une private sale, en général, c'est 10 000 euros minimum pour rentrer. Donc déjà, il faut dépenser 10 000 euros sur un projet méga risqué, qui n'est même pas sorti, qui n'a rien, donc c'est quand même très risqué. Et tes tokens sont bloqués en général pendant 2-3 ans. C'est-à-dire que tu ne peux pas revendre tes tokens pendant 2-3 ans quand ils sont listés. Donc c'est hyper long. Mais l'avantage, c'est que tu as un prix moins cher. Je te conseille plus les SEO. Les SEO, c'est plus, pour un particulier, c'est plus adapté. Parce que les SEO, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir rentrer sur le projet avec peut-être 100 balles, 200 balles. Donc c'est beaucoup plus accessible. Et en plus, les tokens sont bloqués moins longtemps. Par contre, tu as le token qui est un peu plus cher. Mais bon, ça va avec. Et private sale, en plus, pour y accéder, c'est compliqué. Moi, je peux y accéder parce que j'ai la chance d'être sur les réseaux sociaux. Du coup, en échange, je peux donner la visibilité au projet. Du coup, eux, ils m'autorisent de rentrer sur leur prix de sale. Mais si tu es un particulier, t'as pas de réseaux sociaux ou t'as pas de contacts, c'est compliqué. Après, si tu veux vraiment en faire, moi je te conseille d'aller faire des events crypto et de te faire des contacts dans les events crypto et petit à petit tu vas pouvoir accéder aux pre-sales. Tu fais des seeds, oh ouais, mais laisse tomber les gars, les seeds c'est un autre niveau parce que là les gars je parle des pre-sales comme si c'était un truc de fou, mais les gars au-dessus des pre-sales t'as les seeds et ça c'est un délire les seeds. En fait il y a les seed rounds, les pre-sales, les ICO et ensuite vous avez Launchpad, c'est ça. Vous allez avoir Launchpad, exactement, merci. IDO, Launchpad, c'est pareil. Et en gros du coup vous avez seed round, private sale, ICO, Launchpad ou ITO et après listing. Ça, c'est un truc de fou quand même. Et même dans les private sale, vous pouvez avoir des rounds. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà vu un private sale, round 1, private sale, round 2, private sale, round 3. Et après, tu as ICO, round 1, private sale, ICO, round 2, ICO, round 3, Launchpad et listing. C'est un truc de fou. Il y a trop d'étapes. Et à chaque fois, l'étape, le prix du token est différent. Et les seed rounds, je suis déjà rentré... Il me semble sur 2 seed rounds. 2 en mémoire, il y en a une qui n'a pas marché du tout. Et elle est en cours, du coup je ne vais pas en parler parce que c'est en cours et c'est un peu le bordel, ça allait au tribunal et tout. Bref, je ne vais pas plus en parler. Et la deuxième, elle est en cours, le token n'est pas encore sorti. Mais par contre, ces seed rounds là, c'est des seed rounds, ça ressemble plus à des pre-sale qu'à des vrais seed rounds. Parce que les seed rounds, je suis rentré dessus, ouais, pareil, 10 000 $ à chaque fois, donc c'est pas des sommes énormes. Enfin, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme comparé aux vrais seed rounds. Parce que les vrais seed rounds, en général, les mecs, ils rentrent avec 1 million, quoi. 1 million, 2 millions. C'est énorme. Je sais pas si tu te rends compte des comptes, les mecs, ils rentrent avec 1 million d'euros sur un projet
en seed round, alors que le projet n'est même pas lancé. Genre, t'as un risque qui est fou. Mais par contre, si ça marche, mais laisse tomber les mecs en seed round, mais ils font des fois 100, des fois 500, c'est hallucinant. Mais pour rentrer en seed round, faut apporter un truc de fou au projet. C'est-à-dire que tu peux pas rentrer en seed round comme ça. Faut apporter un truc essentiel au projet. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, si tu fais tout le marketing du projet, tu peux rentrer en seed round. Mais il faut que tu t'aides énormément le projet pour faire ça. Par exemple, si tu as un Binance, les Binance en général, ils rentrent toujours sur les seed rounds parce qu'ils font quoi Binance? Ils disent ok, on rentre en seed round et en échange, on liste votre token sur notre exchange. Et c'est bénéf pour le token parce que au moins le token il peut se faire lister sur Binance, c'est tout bénéf pour eux, pour le projet. Et pour Binance, laisse tomber comme c'est bénéf parce que Binance, ça leur permet de rentrer en seed round et en plus de ça, ça leur permet de lister le token sur lesquels ils sont rentrés en seed round sur leur plateforme. Et vu qu'ils savent que c'est la plus grosse plateforme, et bah du coup ils vont pouvoir profiter de ça parce que le fait que le token soit listé sur Binance et eux ils soient en seed round, bah ça a grave aidé que le token soit push. Mais moi, ce que je kiffe le plus, c'est rentrer sur les projets, les private sales où il y a déjà des gros qui sont rentrés. Je vais pas dire non parce que je sais pas si c'est confidentiel ou pas, dans le doute, mais je suis déjà rentré sur des private sales où juste avant moi, en seed round, il y avait Binance qui rentrait. Il y a une private sale sur laquelle je suis rentré. Avant, en seed round, il y avait Binance, il y avait FTX, il y avait que des gros qui rentraient en fait dessus. Alors, FTX maintenant c'est fini, mais voilà, vous avez compris. Et du coup, ça c'est encourageant parce que tu dis, ok, s'il y a les gros qui sont rentrés dessus, c'est que c'est un minimum pertinent déjà. As-tu des caps en portefeuille? Bah oui, justement, le caps, j'étais sur la private sale au caps de Terre Noire. J'étais sur la private sale, mais je suis rentré, je crois que c'est la toute première private sale que j'ai fait. Il y a 2 ans, il y a super longtemps. Avant que le token y soit listé, il y a super longtemps. Enfin, il y a super longtemps, c'était 2-3 ans. Quand je suis rentré dessus, en private sale sur le caps, je devais même pas avoir 5000 abonnés sur YouTube, 10 000 abonnés, un truc comme ça. Si j'avais vendu une partie de mes caps quand il avait pété au listing, mais pas beaucoup. Je crois que c'était 20%, un truc comme ça. Et après, j'ai tout gardé de côté parce que vu que le token se fait éclater là en bear market, je hold. C'est hallucinant. Comme il y en a, ils arrivent à acheter le token à 1 centime et le truc il monte à 1000 balles. Et là, mais laisse tomber. Tu fais un. Alors peut-être pas à ce point, mais il monte peut-être à 100 balles, un truc comme ça. Et tu fais des fois 1000, fois 2000 sur le token. Et en fait, si tu arrives à faire fois 1000 sur ton token, en prix de sale, et vu que la prix de sale tu mets beaucoup d'argent, tu mets 10 000 euros, 20 000 euros, déjà juste un fois 1000 avec, je suis en train de faire le calcul parce que je suis nul en maths, un fois 1000 avec tes 10 000 euros, tu fais 10 millions, c'est abusé. Un fois 2000, tu fais 20 millions avec 10 000 euros de capital, 10 000 euros d'investissement. Genre, c'est abusé. Mais le problème, c'est que tu vas avoir une privée de sale sur 15 ou sur 20 qui va faire ça, quoi. Et surtout, il faut réussir à garder ces tokens jusqu'au fois 1000, et ça, c'est encore plus dur. Mais c'est là, en général, où les grosses fortunes, elles se font. Et ça, je l'ai compris un peu tard. Je l'ai compris en 2021, en plein bull run, 2022. C'est pour ça qu'en 2022, j'ai charbonné private sale. Et j'espère que ça paiera pour le prochain bull run. Il y a des ETH, il y en a, les gars, ils ont participé, même pas à la pre-sale, à l'ICO d'ETH à 15 centimes. Non mais sérieux, le truc, il est monté, il a fait un fois 33 000. C'est-à-dire que, non mais ça, c'est un truc de fou. Les mecs qui ont participé à l'ICO, les gars d'ETH, ils ont fait un fois 33 000. C'est fou. Imaginez ceux qui sont rentrés en private sale sur ETH. Laisse tomber. C'est des milliards. Ouais, s'il y a 20 SEO et il y en a une qui marche, en général, c'est pas ça. En fait, ça dépend les périodes. En 2017, tu pouvais faire n'importe quel SEO. Si tu prenais la moyenne de toutes les SEO qui étaient sorties, en 2017, tu faisais un x70 en moyenne. C'est-à-dire que n'importe quel SEO que tu faisais, en moyenne, tu allais faire x70. C'était trop simple. En 2021, c'était plus compliqué. Surtout qu'en 2021, on a eu pas mal d'SEO qui sont sortis et après, on était au top du bull run. Et donc ça, c'était pénible parce qu'on a plein d'SEO qui n'ont pas survécu, quoi. Et là, moi, par exemple, sur les prix de sale que j'ai fait, il n'y en a pas une qui va marcher sur les 20. Mais en fait, elles vont plus ou moins faire des trucs différents. Il va y en avoir peut-être par exemple une ou deux qui va pas du tout marcher et qui va faire un x0, c'est-à-dire que le token va même pas sortir, va même pas être listé, donc je vais perdre mon argent. Et après, il y en a peut-être 5-6 qui vont faire un truc où ça va pas trop bouger, ça va être un peu break-even, le token il va être listé, mais voilà, il va range, il va pas faire grand-chose, peut-être un plus de 50%, voilà, un x 1,5, mais pas grand-chose. Et après, il y en aura encore 5-6 qui vont sûrement faire peut-être x5, x10, et puis après, il y en a avoir peut-être une ou deux qui va faire un x100, puis après un x500, etc. Mais c'était tellement impossible à prévoir ce genre de truc. Merci pour l'explication des pre-sales, c'est intéressant. Il n'y a pas de souci. Et les pre-sales, on n'en parle pas beaucoup parce qu'en fait, il y a... J'ai remarqué, c'est un peu caché. Genre, personne ne va en parler. Parce qu'en gros, il y en a plein, ils font beaucoup d'argent avec ça. Et du coup, ils en parlent pas. Ils en parlent pas parce que, genre, c'est pas ultra bien vu, quoi, de faire de l'argent dessus. Moi, je m'en fous, je préfère vous en parler. En vrai, c'est important. C'est important de le savoir. Et ça, il faut en avoir conscience que quand on rentre en SEO, il y en a, ils sont rentrés avant pre-sale, puis il y en a, ils sont rentrés encore avant en seed round. Et à chaque fois, de toute façon, je vous parle d'un projet en vidéo. À chaque fois, je fais en sorte de vous dire à quelle phase je suis rentré, si je suis rentré en SEO, si je suis rentré en pre-sale, etc. C'est important. Mais heureusement, il y a les vestings pour ça. Avant, en fait, en 2017, il n'y avait pas ça. En 2017, personne n'avait de vesting. C'est-à-dire que personne avait son token bloqué. C'est-à-dire que les mecs qui avaient investi en private sale à 1 centime,
quand le token il se faisait lister à 10 centimes, bah les mecs de la pre-sale, leur token n'était pas bloqué, ils pouvaient vendre 100% de leur token, ils étaient assurés de faire un x10. Et laisse tomber, ça faisait dump leur token. Et du coup, t'as des mecs qui pouvaient parler à leur communauté sur les réseaux, ouais, achetez ce token et tout, c'est trop bien. Et du coup, le token il pump, et puis ils vendaient leur token pour faire un rug pull et pour exit, pas rug pull, mais enlever, prendre de la liquidité quoi, et sortir leur token. Et ça, c'était un gros bordel. C'était n'importe quoi. Mais c'était Far West, c'était vraiment le Far West. Là, 2021, c'était déjà un peu mieux. Et là, il y a les ICO qui se mettent en place, mais non, c'est obligé. Maintenant, je vois plus aucune ICO pre-sale qui se lance où t'as pas de vesting. Et ça, c'est bien parce que l'avantage, c'est que moi, quand je rentre en pre-sale, du coup, quand le token est listé, bah, je peux pas revendre mes tokens avant 2 ans. Donc ça m'évite de dump directement sur le marché. Et c'est une très bonne chose. Alors, les altcoins qui m'intéressent. Je vous ai parlé tout à l'heure. BGB qui a pété aussi, ça c'est cool, je l'avais rechargé. Ah ouais, elle est bien montée. 10 144. Et j'avais mis BGB, 16 000 BGB à 18 centimes, ça fait combien ce truc? 3 000 euros, et là je suis à 10 000. Alors j'avais déjà un peu dessus. J'étais rentré quand? À 18 centimes. Ah, j'étais rentré pas mal quand même, j'étais rentré ici. C'est cool ça, c'est cool. Le trade LTC il est toujours à 1002 de bénéf, ça c'est cool. Ensuite, il y avait, tiens, le Chiliz qui est intéressant. Le Chiliz qui est pas trop mal, alors plutôt en weekly. En weekly, j'aime bien la structure qui nous forme. Moi en daily pour l'instant. En weekly, c'est pas mal. Le Casper, j'adore. Regardez ça, le Casper. Si je me mets en non-log, ah ça c'est excellent. Moi j'adore me mettre en log. Dès que je vois que ça commence à s'aplatir comme ça en log, c'est tellement bon signe parce que hop, vous enlevez de non-log et regardez ça, c'est parfait. Non, franchement, là, le Casper est top, il est trop bien. Je l'ai rechargé un peu légèrement là, il y a pas longtemps, il y a une semaine. Et c'est quand j'avais vendu ça là, Baby Doge. J'ai vendu mon Baby Doge. C'était sur la mèche là, celle-là, pour acheter un peu de Casper. Je pense que j'ai plutôt bien fait. Et les Casper, ouais, j'aime bien regarder ça en weekly. C'est très propre là ce qu'on fait. Ouais, on a une base saine qui se met en place et tout. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Donc lui à surveiller. Quand on va dépasser le point pivot là, et on va faire un truc comme ça. Ça peut être très très propre. Donc à surveiller ce Casper. Le GRT, il est pas mal aussi parce que, alors moi j'achèterais pas sur ce genre de mèche là, c'est beaucoup trop. J'attends un retracement, voilà, comme il est en train de le faire actuellement. J'attends qu'il nous fasse une structure un peu plus propre, ouais, un truc dans ce style. C'est vrai que quand on prend à long terme là, regardez, on a une marge, on est sur un x17 par rapport à son ATH. Alors que c'est un token du top 30, il a un beau projet et tout, donc ça régale. Et depuis son bottom, c'est un x50, c'est énorme. Donc il y a lui qui m'intéresse, il y a le lit qui m'intéresse beaucoup au niveau de sa structure, surtout pour cette semaine. Parce que le lit, pareil, vous voyez, il y a un gros potentiel, regardez du point où il est actuellement. On est à la TH sur un x16, donc c'est très intéressant. Et là, en weekly, enfin, on va avoir une semaine qui va clôturer au-dessus. Donc j'attends parce que vous voyez, plusieurs fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non mais c'est abusé, on a fait 10 mèches au-dessus. Et c'est la première fois que, là pour l'instant on tient. Donc à voir, j'ai peur qu'on fasse juste une mèche et qu'on refasse comme avant. Et là encore une fois on se fait rejeter pour encore attendre et puis percer plus tard. Mais si là on clôture cette semaine en weekly au-dessus de cette résistance là, ça va être très très bon pour le lit. Donc je surveille. Le LTC je suis déjà dessus parce que comme j'expliquais j'essaie de surfer sa tendance haussière là par rapport à son halving qui arrive au niveau du mois d'août. C'est le link qui m'intéresse pas mal aussi. Ouais, le link est pas mal du tout, hein. Vous voyez en weekly, là je suis en weekly, hein, donc c'est grosse time frame. On a vraiment une box qui se met en place là, c'est vraiment parfait, hein. C'est le genre de structure qu'il faut rechercher là, les mises à plat comme ça, le link, le lit là que je vous ai montré juste avant. Vous voyez, c'est vrai les mêmes structures, après le même style. Donc là pareil, hein, même chose. Alors le link il est un peu plus en retard, je pense qu'il faut attendre encore un peu en weekly par rapport au lit, mais lui aussi ouais, il va être intéressant. Salut tout le monde. Oh putain, ça fait bizarre, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur un live. On est tout timide. Malte ou Thaïlande? Malte quand même. Bah en fait, moi c'est Malte. Les deux sont différents, mais je préfère Malte quand même. Moi aussi. À vivre, Malte quand même. Malte, mais c'est bien l'hiver de venir ici. Ouais, c'est ça. Ah, et les petits chewing-gums pour tenir les téléphones dans cette... Tout le temps. Moi les gars, je kiffe prendre des chewing-gums, tu sais pourquoi? Mec, je te jure, ça marche. Tu deviens plus intelligent en prenant des chewing-gums. Allez, je te jure. Attendez, je suis devenu fou quoi. Alors c'est peut-être un effet placebo, mais j'ai vu une étude où en gros les chewing-gums, le fait de mâcher, tu vois, un chewing-gum, regarde, ça fait travailler ça là. Non, là. Et je te jure, et en fait ça te fait travailler plus tes neurones. Et du coup, ça augmente légèrement le QI, j'avais vu. Mais genre, je vous promets que c'est une étude sérieuse les gars. Mais il y a une contrepartie avec ça, c'est que aussi le fait de manger des chewing-gums, l'effet négatif de manger du chewing-gum, c'est que ça met des petits trucs de chewing-gum dans votre estomac. Et ça par contre c'est un peu moins bien. Et dans le cerveau aussi. Et je vous promets les gars, ça me fait jouer. Alors je sais pas mais... un petit message. Et du coup les gars, quand moi je prends un chewing-gum, j'ai l'impression d'être plus concentré, d'être plus fort, etc. Alors que ça se trouve c'est un gros effet placebo. Mais je sais qu'à long terme, le fait de mâcher beaucoup de chewing-gum tous les jours, ça t'augmente tes capacités. Attends, mais t'as entendu ça gros? Mais gros, je te jure c'est vrai. En fait, tu sais comment je l'ai su pour la première fois? Je l'ai vu passer au journal de TF1 quand j'avais genre 11 ans. Tu vois, j'étais petit et je me dis mais c'est un truc de fou et tout. Et après je m'étais renseigné, en fait c'était vrai. Attends, c'est qui a dit comment je fais pour avoir une coupe tout le temps comme ça en dégradé? Allez les gars, il est allé au coiffeur aujourd'hui. Ouais, faut que j'y aille. Et en plus j'ai une anecdote assez folle, c'est que mon coiffeur, alors
Je vais aller dès le début. Moi, les cheveux, c'est quelque chose d'important. Ouais. Moi. Les habits, je m'en fous. Y a ah pas ouais, tout, non, je m'en fous. vraiment les cheveux, toi, tu tiens. Ouais. Ah, mais oui, la barbe et tout, c'est un très très important. Et du coup, avant, j'avais du mal à changer de coiffeur. Et en fait, ça fait depuis maintenant 7-8 ans que je commence à changer pas mal de coiffeurs parce que je voyage, je vais un peu à droite, à gauche, donc je commence à prendre l'habitude. Et là, maintenant, je change tout le temps. Mais à chaque fois, j'ai un stress, mais de malade. Et là, on arrive en Thaïlande en décembre. Il y a un pote à nous, il dit ouais, venez, ce coiffeur, il est ok. Bon, on va là-bas, et dès qu'on arrive là-bas, il dit bon, par contre, il est borgne. Le mec, il a un œil en moins, il coiffe comme ça, les gars. Oh, et le mec, il a vraiment un œil en moins. Et moi qui suis stressé, je suis dans un salon en Thaïlande, il paye pas de mine. Le mec, il voit que d'un œil. Je me suis dit oh putain, merde, c'est la merde. Et en fait, le mec, il me fait des coupes. Elle est ouf. elle est trop bien la coupe. Ah, elle est bien, elle est carrée. Et du coup, là, j'étais tout ému. Le mec est chaud. Tu te rappelles ou pas? Ouais. Et en fait, on était tout ému. J'étais tout ému. J'ai dit à Mathéo, je lui ai donné des tips et tout. Genre, il ouais. est trop. Le mec, la dernière fois, non, mais là, ça, t'abuses. Les gars, la dernière fois, au coiffeur. Et moi, j'étais déjà au coiffeur. Toi, tu me rejoins. Je sais pas comment, d'ailleurs, tu m'as rejoint. Je t'avais même pas envoyé de message. Bref. Et il arrive. Il se dit, ouais, je peux me faire coiffer et tout. Le mec, il le coiffe. Et à la fin du coiffeur, le mec, il lui dit, ok, c'est 300 bahts. Ah là, il lui donne le double, les gars. Il lui paye le double du coiffure, gros. Il lui dit, ouais, vu que tu m'as bien coiffé, je te paye le double de la coiffure. Et ça, c'était la deuxième fois. Ouais. C'était la deuxième fois. Bon, mais il était content, le mec. Mais oui, il était content. Et après, je vais pas vous mentir, c'était la première fois, c'était de coiffé. La pure gentillesse et tout ça. La deuxième fois, c'était parce qu'il m'avait bien coiffé. Et surtout, c'était pour lui dire, vas-y frérot, je vais revenir toutes les 2 semaines. Ouais. Mets-moi bien. Fais bien. Mets-moi bien. Et là, aujourd'hui, je suis allé, il m'a mis trop bien. Et ça, c'est bien. Tu vois, pareil, quand on se fait livrer, par exemple, à la maison, là, on donne toujours des tips, tu vois, des pourboires aux livreurs. Et du coup, le fait de leur donner des pourboires, ça leur donne envie de faire gaffe à ta commande, tout ça. Même pour eux, c'est cool. Sauf le mec de tout à l'heure, il me livre, ça fait déjà 2 mois parce que même quand c'était la dernière fois ici, il m'a toujours livré. Et je lui envoie, alors à chaque fois, c'est pas des gros tips, mais même si je lui envoie 10 bahts, 20 bahts pour eux, c'est déjà bien. Et tout à l'heure, il me dit tips. Il a dû dire, lui putain, il commande. Ouais, et eux, ils ont de l'argent, vas-y, à chaque fois, ils mettent des tips, gros. Et il y en a, il a dit, elles sont bien les Thaïlandaises, les gars, sur l'île. Il y a plus d'étrangères que de Thaïlandaises. Non mais sérieux. C'est pas juste des étrangères, gros. C'est des mannequins étrangères. Ah, c'est abusé. Ça fait mal au crâne. Oh ouais, moi je pète un crâne. Je pète un câble. Trop belle. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. Les gars, la dernière fois, quand il y a Full Moon, mais plein de Russes, des filles des pays de l'Est, comme j'adore. Incroyable. Non, incroyable. Non, elles sont toutes belles. Et surtout, en plus, moi, ça me fait péter un plomb parce que tu les vois. Bon, il y en a qui elles sont en couple, du coup, on regarde pas. Mais il y a un nombre incalculable de nanas qui sont toutes seules sur leur scoot à se balader comme ça. C'est hallucinant. Et elles sont toutes trop belles. Moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Tu sais, à chaque fois, je vais dans les soirées à Malte, en France ou quoi, il y a toujours un ratio où tu as 60% de mecs et 40% de meufs, ou même un peu plus, tu vois. Même voire parfois 70, 30, tu vois. Mais là, les gars, c'est l'inverse. Il y a plus de meufs que de mecs, je vous jure. Non, c'est pas c'est un truc de fou. Si vous voulez savoir, mon planning, c'est je me couche tous les jours à 4h30 et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc 4h30, je me lave à 12h30, donc je dors 8h. Ensuite, je fais mes vidéos. Ensuite, je vais faire un peu de moto. Je vais essayer de un minimum me divertir. Et après, vers 18h, je rentre. Et là, après, je charbonne jusqu'à 4h30 du matin. Ça fait combien d'heures? Ça fait beaucoup d'heures. Hein. En fait, non, je fais à peu près 12-13 heures de boulot par jour en ce moment. Moi, les gars, j'ai l'impression de faire que de la moto et Alan que du charbon, tu veux croire. Ouais, ça bosse dur. Hein. Mais après, c'est parce qu'on n'est pas dans la même période. Ouais. En gros, moi, toi, t'as déjà bien une équipe, machin et tout. T'es déjà structuré. Tu es déjà en place. Moi, je suis en train de tout restructurer la société. Et moi, cette période de charbon, je l'ai déjà fait beaucoup longtemps en 2021. Ouais. C'est ça. Ouais. Et moi, les gars, vous êtes pas pris. Il y a des dingueries qui vont arriver. Hein. Tellement des dingueries, j'ai même recruté un agent. J'ai un agent qui s'occupe de moi. C'est même le CEO de ma boîte qui s'occupe de toutes mes équipes, de tous mes contrats, de tout en fait. Tout ce qui se passe en fait. Même ma vie, faire mon planning, tout ça. Ça, c'est bien. Hein. Ouais. Ça, c'est cool. Et du coup, ça va permettre de faire plein de concepts. Et en plus, ça va vous plaire parce que bon, c'est une fille. Et elle a dit ça serait bien que tu fasses des rencontres abonnées et tout, que tu rentres en France, qu'on fasse des concepts et tout. Elle va me pousser à faire ça. Donc, ça, c'est bien. Non, franchement, elle est bien. Par contre, les gars, quand vous achetez un terrain en Thaïlande et quand tu construis, t'es obligé de t'associer avec un Thaï. Ou de te marier. Ou de te marier, oui. Mais du coup, pour éviter ça, parce qu'en fait, le Thaï doit toujours posséder. En fait, quand tu te mets avec un Thaï, le Thaï doit avoir 51% et 49%. Mais du coup, imagine, tu t'associes avec un Thaï. Tu payes la villa et tout. Et lui, il te baise. Il veut tout récupérer. Et vu qu'il a 51%, il peut te baiser. Donc, le truc à faire, c'est s'associer avec plusieurs Thaïs. Tu t'associes genre avec 3 Thaïs. Et au moins, ça fait 17% pour chaque Thaï. Et toi, t'as 49%. Même moi, je préfère en premier investir même si ça m'embête un peu, mais en France, peut-être à Malte, s'il y a possibilité. Et après, j'irai autre part. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand c'est loin, niveau gestion, c'est galère. C'est compliqué. Là, aujourd'hui, toi, tu te sens à l'aise parce qu'on a 2 potes à nous qui sont ici. Ils peuvent gérer. On peut pas savoir ce qui se passe demain. Tu vois. Et le problème, c'est que si il se passe quoi que ce soit, et bien, niveau gestion, comment tu vas faire ? Les gars, les Thaïs, c'est un délire, je vous jure. Il m'a expliqué, nos potes, ils nous ont expliqué, ils ont construit pas mal de villas. Et en gros, les Thaïs, ils font n'importe quoi. Ils sont pas disciplinés quand ils construisent une villa. Ils construisent une villa en s'impressionnant. Les gars, j'ai vu une villa là sur l'île se construire en 30 jours. Non, mais c'est un truc de fou.
Il y a 30 jours, il n'y avait rien. Et en 30 jours, ils montent les murs, les vitres, tout. C'est un truc de malade. Ils sont 25 sur le chantier. Et ils charbonnent tous les jours. Mais ils font n'importe quoi. Ça veut dire qu'ils suivent le plan, mais ils vont te mettre une fenêtre à la place d'une porte. Ils vont te mettre une porte, genre à l'arrière-cour. Ils te font n'importe quoi. Et du coup, il faut tout le temps vérifier. Il faut passer 2-3 fois par jour pour vérifier s'ils suivent bien les plans, s'ils font pas n'importe quoi. Ouais, bah après en France, c'est un peu pareil. Hein. C'est pareil en France, je connais pas trop. C'est pareil. Un peu, c'est exactement pareil. Ouais. En gros, ça dépend avec qui tu passes, mais moi, du coup, étant d'une famille Portos, je vais aller sur beaucoup de chantiers, j'ai bossé dans beaucoup de chantiers, mon père et sa société. C'est le bordel. Ah, c'est le bordel, hein. Même les Français, c'est le bordel, c'est toujours le bordel, il y a toujours un problème. Tu m'étonnes. Non, c'est un peu le bordel. C'est pour ça que moi, je préfère être proche et après on verra. Mais c'est bien, toi, t'as bien raison parce que je regretterai dans 2 ans, ça c'est sûr. De quoi? Ouais, mais au final, je pense que tu feras plus de bénéfices en investissant dans les cryptos maintenant que dans l'immobilier. Oui, bien sûr. Après, c'est bien de se diversifier. Est-ce que c'est important de parler anglais quand on est dans la crypto? Bon, vous êtes devant 2 grosses pipes. Les gars, Alan, il parle un petit peu anglais. Dès qu'il boit, il parle super bien anglais. Dès qu'il boit un peu trop, il parle russe, chinois. Non, arrête, c'est pas chinois, mais après, tu parles pas bien. Je bien. suis grave amélioré, mais dès que je pite, je parle très très bien anglais. Ouais. Non, c'est vrai. Et parce que t'as vécu à Londres et tout, et ça revient. Ouais. Même on habite à Malte, donc on fait que voyager. Donc non. Moi, j'ai plus du mal, tu vois, mais j'arrive à m'en sortir. C'est-à-dire que, tu vois, plein de fois, je vais tout seul, tu sais, dans un bar, tu sais, dans les restos, machin, ou des trucs comme ça. Et à chaque fois, tu vois, je me fais comprendre. À chaque fois, je m'en sors. Mais non. Et j'ai plus la crainte d'avoir peur de me faire comprendre, tu vois. Après aussi, il y avait une problématique et je m'en suis rendu compte à un moment, c'est qu'à chaque fois qu'il fallait interagir avec des Anglais ou des gens qui parlent en anglais, c'était toujours moi qui allais. Et tu te rappelles, un jour, je t'ai dit, vas-y, je te laisse faire parce que tu vas jamais apprendre. Ouais, c'est ce qu'on s'était dit. Moi, je t'avais dit, laisse-moi parler au début pour que c'était à Bali, pour que je puisse apprendre. Parce qu'en fait, au final, t'apprends vraiment en pratiquant. Vous avez vu là? À force de vous voyager, vous allez vous améliorer. Bah, les gars, je me suis jamais autant amélioré en anglais en voyageant. Mais après, là où tu t'améliores le plus, c'est en restant qu'avec des anglais. Je me souviens quand j'étais allé à Dubaï pour la première fois une semaine, j'étais qu'avec des anglais, 0 français. Laisse tomber, j'ai l'impression, en une semaine, j'étais devenu bilingue. Alors peut-être pas, mais j'étais devenu plutôt bon. Alors que quand tu traînes avec des français, même si tu pars par exemple là 3 mois en Thaïlande, mais tu t'es qu'avec des français, bah tu pratiques pas tant que ça. Vos targets BTC et ETH 2025. Boule de cristal. Boule de cristal. Alors, moi je pense que toi tu commences. Parce que. Moi, c'est que des Fibo, j'ai vu 220 000 $. Allez hop, je lance mon pronostic. Non, 250 000, ça me paraît bien. 200 000 en 250 000. Moi, je me rappelle plus, j'avais fait des analyses, là, j'ai pas mon PC. Après, là, les gars, c'est des prix sortis du chapeau. Hein. Non, moi c'était des targets. Ouais. Moi c'était des targets Fibo, tu vois. Enfin, je veux dire, oui, c'est par rapport au Fibo, tout ça, mais voilà. tu sais, ça reste toujours très aléatoire. Moi, je crois que c'était 100 000, ou 150, 100 ou 150. Ouais, t'es plus modéré. Ouais, et moi, pareil, on a eu beaucoup de discussions avec Mathéo par rapport à ça, mais moi, dès que j'arrive à la TH, tu commences à vendre. Je vends 50% de tout ce que j'ai, gros. Moi, les gars, je vais pas attendre 220 000 $ pour tout vendre, hein, clairement que non. Et ETH, je sais pas, c'est plus compliqué ETH. ETH, je sais pas, je me rappelle plus. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire le ratio BTC-ETH. Tu te dis, ok, si le BTC atteint 200 000, tu prends 30% de BTC pour faire un ETH. Et enfin, le prix. Et c'est ce qui était, t'as le ratio ETH-BTC au niveau du graphique qui était intéressant par rapport à 2017 et tout. Mais après, en réel, en fait, la target, perso, moi, je m'en fous complet. Ouais. Genre, ça m'intéresse pas. Oui. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus comment ça se passait. En fait, de sécuriser mes profits. Et en fait, je vais tout le temps laisser un bac qui va courir. Plus ça monte, plus je me fais de l'argent, quoi. Ouais. Tu vois, plus je me fais de l'argent. Mais sinon, voilà, que ça aille après à 100 000 ou à 150 000, bien sûr, ça va changer parce que le niveau trading, ça sera plus simple. Les petits bags, ils vont encore plus péter. Niveau même les réseaux sociaux, ça va encore plus péter. Mais moi, je m'en fous. Moi, cette bull run là, par contre, moi, je vais prendre plus de profit. Parce que le dernier bull run, j'ai pas pris assez de profit, je trouve. En fait, t'as perdu 50% de tes profits, de ton capital total, mais c'est quand même énorme. Parce qu'en fait, tu fais partie d'un tout petit je suis parti de très très bas, ouais. Non, c'est sûr. Non, mais surtout, t'as perdu 50% de ton capital. Alors qu'il y en a plein, ils ont perdu soit 100%, soit la moyenne, oui, c'est vrai, 80%. C'est vrai. Donc ça va, tu vois. Mais parce que après, en fait, au début, je prenais cher, puis après, je me suis bien rattrapé, j'ai fait des bons trucs à la fin. Oui, et en plus, là, je le dis. Putain, je suis vraiment mal positionné. En plus, je le dis de cette manière-là, mais en fait, la perte, c'est important, on est d'accord. Mais il faut toujours voir de où on part. Et en fait, c'est vrai que on a souvent tendance à avoir le négatif, mais le positif. Exactement. Les gars, en fait, moi, j'ai une stratégie où, par exemple, imaginons, je vous dis n'importe quoi en termes de chiffres, mais ce que je vais faire, c'est partir de 10 000 €, monter à 1 million, et puis au final, retirer 500 000. Et c'est mieux de faire ça que de partir de 10 000, monter à 300 000 et retirer. Et du coup, il y en a, ils vont dire, ouais, lui, il est trop fort parce qu'il a réussi à monter à 300 000 et puis il a rien perdu, il a tout arrêté au top. Sauf qu'au final, il prend moins que moi. Parce que moi, j'ai réussi à monter à 1 million et je retire 500 000. Donc j'ai quand même perdu moins 50% par rapport au top, mais j'ai pu retirer plus que lui. Parce que j'ai pris beaucoup plus de risques, tu vois. Je sais pas si t'as compris. Si je tombe, tout le monde tombe. Il y a pas de rapport. Non, mais ça fait penser à ça. Ah ouais. Si je tombe, tout le monde tombe. Ah putain. Ça me fait rire parce que en live avec Mathéo, alors moi je suis pire que lui parce qu'en fait Mathéo il se retient pas du tout.
Mais sur quoi? moi, sur des conneries, tu vois. Mais moi, des fois, je vais dire des trucs, je me retiens pas. Vous comptez investir dans les montres? Bonne question. Ah ouais. Je te laisse y répondre. Moi, je commence grave à m'intéresser aux montres plus qu'à l'immobilier. Et du coup, je commence à me former. Je suis pas sur énormément d'heures de formation, mais là, je dois être peut-être à 20-25 heures de formation, ce qui est déjà bien. Et pour être sûr de bien choisir, bien me faire conseiller. Mais ouais, là, je vais investir, mais je vais pas attendre le bull run pour investir. Je vais investir, je pense, dans l'année. Au moins ma première belle montre. J'ai hésité l'année dernière aussi, mais je pense que ouais, ça sera cette année. Donc, quelle montre, je sais pas trop encore. Je pense que je vais faire du basique. Je vais partir sur du Rolex. Ouais. Et je pense que je vais me prendre une petite Rolex simple au début. Et après, me prendre une vraie Rolex, mais j'aimerais bien prendre une grosse Rolex, une Day-Date. Okay. La question c'est est-ce que tu veux la porter ou tu veux la garder de côté? Ça c'est une super bonne question, moi je vais la porter. Ok. En fait je la porterai, mais que dans des moments vraiment spécifiques, tu vois. Par exemple pour aller en boîte à Malte, je la porterai pas. Tu vois. Ah bah ouais. Voilà, tu vois. Ah bah donc, tu m'étonnes. Je la porterai de temps en temps parce qu'en fait c'est à la fois parce que c'est de l'investissement, mais à la fois aussi c'est un kiff et c'est de l'art quoi le bordel. Ouais non c'est beau. L'horlogerie derrière ouais. est très très belle. Et toi? Moi, je pense pareil, en prendre peut-être quelques-unes et tout, ça peut être intéressant. Un Rolex déjà en premier temps, ça peut être pour faire basique et tout, pour rentrer par les plus connus. Mais après, par contre, moi je compte pas la porter. Éventuellement dans de rares occasions, tu vois, pour certains restos ou des mariages ou des trucs comme ça. Mais là où je sais, où j'en prendrai soin, tu vois. Parce que moi, les gars, j'ai un problème. Je suis un peu casse-cou et tout. Et vas-y, je fais toujours n'importe quoi dès que je commence à boire et tout. Je suis hyper actif, du coup, je bouge beaucoup. Et le nombre de montres que j'ai pété, c'est un truc de fou. Je crois que j'ai pété 3 ou 4 montres en même pas un an. Et les gars, péter une montre, faut en vouloir quand même. Et moi, genre, je les pète et j'explose le cadran en acier, la vitre, le bracelet et tout. Même si une Rolex c'est solide, c'est sûr, si je sors toi en boîte ou en soirée ou un truc comme Comment ça. tu peux toujours tout casser, tout défoncer et toi tu te caches jamais rien. Ouais, c'est fou. Incroyable, hein. Ouais. Et le pire, c'est que je suis fin comme ça. Et genre, tu sais, je pourrais me faire mal facilement, mais à chaque fois, j'arrive à m'en sortir. Là, je me suis quand même fait un peu mal. Là. Je sais pas si vous voyez, regardez. Là, j'ai une grosse marque. Je me suis brûlé sur le pot de la moto. Ah, ça pique. Et je me suis pris. Après, je voyais des petites Patek et tout, bien sûr, oui. Non, mais Patek, là, en fait, je vous ai dit en premier lieu. Mais après, c'est sûr, je vais partir sur du Patek et tout. On va prendre le temps. Qui possède une Lamborghini? Tiens, ben pareil. Moi, en fait, là, je vais commencer c'est par intéressant, Patek. ça aussi. Et après, là, je vais te laisser parler si tu veux, mais après, Lamborghini, ouais. Moi, je suis chaud pour en bull run. Si j'ai un peu de liquidité de côté et tout, je pense que je prendrais une Huracan. C'est intéressant. Alors, les gars, pas pour faire l'influenceur, vas-y, qui veut une Lamborghini et tout, mais c'est surtout pour l'investissement. Parce qu'en fait, là, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a de plus en plus de moteurs hybrides et de moteurs électriques qui se mettent en place. Et en fait, la cote des moteurs, des gros moteurs, les V8, les V12, les V10, tout ça, tous les gros moteurs à essence thermique prennent de plus en plus sa cote, en fait. Et c'est sûr et certain que quand après on va passer uniquement sur les voitures électriques, je sais pas, dans 5, 10, 15, 20 ans, laisse tomber. Mais laisse tomber. Et ça va faire des multiplicateurs de fou sur les voitures de ce style-là. Et du coup, il y a des choses intéressantes à faire. Et moi, j'aime bien la Ventador, mais la Ventador, c'est un nid à problème. Et l'Huracan, l'avantage, c'est que c'est assez accessible. Alors, accessible, c'est un grand mot, mais tu peux en trouver à 150 000, 200 000 euros d'occasion en bon état. La boîte de vitesse est bien, ça casse moins, tu vois. T'as moins de frais que par exemple une Aventador. Donc, c'est intéressant. Et tu vois, l'Huracan, ça reste très quelque chose de très connu, tu vois, très mainstream. Et du coup, quand ça va prendre de la valeur, je pense que ce sera l'une des voitures aussi qui va prendre pas mal de valeur. Ouais, pareil. Tout pareil. Huracan. Et ça serait trop cool qu'on se l'achète en même temps. Ça serait incroyable. Et qu'on trace en France. Après, si c'est le cas, les gars, si le BTC il monte à 100 000 ou 150 000. Hein. Ouais, mais bon, on réfléchit déjà. Parce que c'est pas mes premiers. On avait discuté avec un mec qui pourrait même nous vendre en crypto et tout ça. Il pouvait nous avoir. C'est pas les premiers investissements, tu vois, lesquels je veux rentrer. Mais en vrai, après, pour se diversifier, c'est trop bien. T'imagines, t'es diversifié dans l'immobilier en Thaïlande, t'as l'immobilier à Malte, t'as l'immobilier un peu en France. Ensuite, t'as des montres. Ensuite, t'as des voitures avec des moteurs, tu vois, qui vont prendre de la valeur au fur et à mesure du temps. T'as des cryptos, t'as aussi de la bourse. T'es trop bien. T'es diversifié de partout. En gros, en fait, je vais pas vous mentir, les leviers, c'est quelque chose de tabou dans la crypto et même pas que dans la crypto. Il faut arrêter d'en parler, quoi. Genre, pour moi, c'est quelque chose, ça existe pas dans ma vie, en fait. Pourquoi? Mais parce que tout le monde te parle, combien tu mets de levier, ou pas? Moi, je réfléchis même pas si je mets du levier ou pas, c'est automatique. Oui, par rapport à ça. Ouais. Par exemple, si là, tout à l'heure, là, je suis rentré sur un trade de presque un BTC, tu vois, où je sais pas, j'ai mis 15 ou 20 000, et ben, j'avais pas 20 000 sur le compte, j'avais 7 ou 8 000. Bien sûr, automatiquement, en fait, moi, j'ai calculé mon entrée et ma sortie. Ensuite, directement, c'est calculé avec la calculatrice directement combien je risque de perdre, combien je risque de gagner. Et en fonction, l'application, je veux dire Bybit, te calcule combien il faut que tu lèves. En gros, c'est comme si tu levais de l'argent avec les leviers. Je ne sais même, là, je suis incapable de te dire combien j'ai de levier pour le trade de tout à l'heure. Je m'en fous en fait. Ouais, tu t'en fous, c'est pas important. Mais moi, je suis quand même content de l'avoir le levier. Ah bah oui, bien sûr. Parce que moi, je suis contre les gens qui disent il faut enlever le levier. Ah non. Ça enlève des libertés. Non, il faut laisser le levier, mais il faut arrêter que les débutants ne parlent que de ça tout le temps. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas ça qu'il
faut. En fait, les débutants vont souvent parler de levier, mais ils vont pas parler de stop loss et de TP, tu vois. Et ça, c'est problématique, ou de money management. C'était plus sympa quand j'étais arrivé. Hein. Ah ouais, attends, là, je suis juste en train de regarder si tout est bon, parce que du coup, j'ai retransféré mes trucs dans l'autre sens. Et moi, faut que je vous raconte l'histoire de crypto là. De Sissi. Elle a incroyable cette histoire. En fait, on a une cote de fou furieux en tant que occidentaux. On a une cote de fou furieux avec les Thaïlandaises. C'est un truc de malade. Et les Asiatiques. En général, j'ai remarqué, je sais pas pourquoi. Et surtout quand t'es français, laisse tomber. Et on a vu des trucs de fou. Je sais pas si tu t'en souviens, une fois à Bali, on était en moto, au feu rouge. Et il y a une meuf, genre, elle descend de son scooter pour nous prendre en photo. Truc de malade. Et là, pire, la dernière fois, on a eu au marché. J'ai eu au marché et tout, avec Alan. Et plusieurs fois, il y a un groupe de filles qui servaient des sushis, d'avoir à peu près notre âge, des Thaïlandaises. Et à chaque fois qu'on y allait, elle faisait que nous regarder, tout le temps. Et à chaque fois, des grands sourires et tout, tu vois, c'était cramé. Et là, la dernière fois, on y va, et je vous jure, elle nous prenait en photo. Ça m'a fait halluciner. Et lui, regardez, justement, je me fais prendre en photo. Prenant en photo, les gars, ça m'est jamais arrivé en France, ça m'est jamais arrivé à Malte. Et il y a autre chose, l'histoire de Sissi, elle s'appelle Sissi. CMC, elle s'appelle. C'est, en gros, c'était une barman au bar où on allait. Vendeuse de weed aussi. Ouais, j'avoue. Et en gros, on l'a rencontré la première fois dès qu'on arrivait. Je sais pas quand exactement. En fait, ouais, je suis perdu. J'essaie de me remémorer. Propriétaire de plein de choses ici, dont en fait une auberge de jeunesse qui a fait un peu bar avec un DJ et tout ça. Et une des serveuses, c'était une des serveuses du coup de nos potes à nous, voilà, tout simplement. Voilà. Et elle, du coup, tu vois, genre, on se tournait un peu autour, etc. Au bout de 2 semaines, au final, on se pécho. Je sais plus exactement, peut-être 1 semaine ou 2, un truc comme ça. Et en fait, plus ça avançait, plus du coup j'étais avec elle en soirée et tout, mais plus je remarquais c'était une meuf dangereuse. Mais quand je vous dis dangereuse, c'est que les gars, elle pouvait tuer Alan avec ses mains. C'est vrai, hein? Non, c'est vrai. Ah oui, c'est pas le malin. J'ai eu, les gars, des trucs de fou. Je vous jure, j'ai plusieurs anecdotes comme ça, où en gros, une fois, un matin, elle était à la maison, dans l'ancienne villa où on était, et elle me dit, ouais, mon père, déjà quand je viens, tu sais, je lui demandais tout ce que faisait sa famille et tout. Son père, les gars, il était trafiquant de drogue national, les gars. Interdit de territoire. Non mais gros, interdit de territoire et tout. Et le mec, il est en prison. Il est en prison à Koh Samui, il est à côté. Et sa mère, elle a fait championnat de boxe taille, les gars. Et du coup, elle me dit ouais, je fais de la boxe taille et tout, mais en fait, c'était une petite taille, toute mignonne, super, tu sais, super cute. Non, c'est pas une nana de bar, hein, c'est une vraie. Elle devait faire, je sais pas, peut-être 1m60, un truc comme ça, super mignonne et tout. Et en fait, je lui aurais donné le bon Dieu sans confession. Elle était super sympa. Et t'avais pas l'impression qu'elle était dangereuse. Et du coup, ce matin-là, où elle était à la maison, je parle un peu de la boxe taille, tout ça. Elle me dit qu'elle en fait et tout. Moi, je kiffe ça. Après, j'en fais pas, mais ça m'intéresse. Et du coup, je dis vas-y, montre-moi et tout. Les gars, elle me met un low kick. Oh, je vous jure, j'ai jamais senti une aussi confort tout l'heure de ma vie. Elle m'a mis un low kick sur la jambe, les gars, je pouvais pas marcher. Elle m'a défoncé. Et après, encore, ça, c'est pas bien grave. À un autre moment, on est en soirée et elle nous dit ouais, pour me protéger, j'ai plusieurs trucs. Et elle nous sort de son chignon, les gars. Dans ses cheveux, elle avait une lame en métal. Et elle appuie sur un bouton de la lame en métal. Les gars, il y a une lame comme ça, hyper aiguisée, qui sort de son truc. Et elle dit, s'il y a un mec qui me fait chier, je le plante. Comme ça. Déjà, ça fait flipper. Et deuxième chose, elle est dans son stif, elle avait un coup de poing américain. Et elle avait limé les bords du coup de poing américain pour mieux se défendre, quoi. Et d'ailleurs, j'ai fait une story Insta, les gars, où je suis avec le coup de poing américain, puis je fais semblant de taper Alan. Et après ça, en fait, elle m'a offert ce colis-là. Elle est partie à Bangkok. Regardez, un petit smiley. Elle m'a offert ce colis-là. Il y a Smiley qui rigole pas et le Smiley qui rigole. Et du coup, je sais pas pourquoi elle m'a offert ça. Et en fait, un jour, je l'avais comme ça autour du cou. Et elle m'a dit, si un jour t'as un problème, elle m'a dit, ça m'est déjà arrivé, tu prends le collier comme ça et tu te mets derrière le mec. En fait, et tu te mets derrière le mec et tu mets le collier et tu lui serres et tu lui étrangles la gorge. Tu te rappelles de ça, un truc de fou. Et après, dernière chose, elle est tarée. Dernière chose, on regardait le match de la France et il y avait un supporter, tu vois, il y avait elle et il y avait Alan à côté, il y avait 2 potes à nous et tout. Et c'était du coup en novembre ou décembre. Et tu te rappelles, il y avait un anglais un peu bourré et tout, bien costaud, 1m80, un truc comme ça. Et il arrive, je jure, le mec il donne un coup d'épaule mais sans faire exprès parce que tu vois, il était complètement bourré à la petite. Et la petite taille, 1m60, elle se dégonfle pas. Elle avait une bouteille en verre dans les mains. Les gars, elle voulait l'exploser sur la tête du mec. Mais j'ai l'impression que je vois des potes à moi rugbyman ou des potes portiers quand je bossais parce que elle a ce petit côté où elle aime ça, la bagarre, parce qu'à un moment donné, se sent. Juste avant le coup de l'histoire de la bouteille, moi du coup je voyais que ça commençait à s'embrouiller et tout ça, et ça commençait pas à s'embrouiller, à se taquiner se chauffer un petit peu, et en fait je vois à côté de moi accrochée au mur une batte, pas une batte de baseball, c'était une batte de golf. Ouais, mais comment ça? Non, mais un club de golf. Et je le prends et je le tape contre le mur, tu vois. Et elle me regarde, elle a fait le
son plus grand des sourires en mode. Ouais, les gars. Il y a de quoi faire. Non, mais gros. Non, mais les gars, on dirait un démon, ouais, je vous jure. On dirait un bébé, le truc. Non, mais oui. En fait, elle avait. Et déjà. Une fois, elle a dit ouais, sinon, le couteau, on tape dans la jugulaire direct. Non, mais une tarée. Non, mais une tarée. Et attendez, les gars, elle voulait enlever le club de golf pour frapper le mec avec. Non, mais j'ai jamais vu ça. Et ce qui est trop drôle, parce que tu vois, elle allait vers le club de golf. Et du coup, Alan, il avait juste à la pousser. Parce que toi, tu fais genre 3 fois son gabarit, tu vois, genre elle peut rien faire. Et autre chose, dernière chose, tu vois, là, du coup, je l'ai pas vu pendant tout le mois de décembre. On revient ici sur l'île. Et là, les gars, j'ai coupé contact avec elle parce que vas-y, c'était pas possible. Là, je lui parle plus, je réponds plus. Parce que elle m'a dit, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, ouais, je me suis blessé. Oh, les gars, elle avait des grandes entailles dans la jambe. Et je me dis, mais putain, t'es tombé en moto, qu'est-ce que ça fait et tout. Elle me dit, non, je me suis battu, je me suis embrouillé avec des potes et tout, je sais pas quoi, je me suis battu, je me suis pris des coups de couteau. Les gars, elle s'est pris des coups de couteau dans la cuisse. Alors, c'était pas des coups de couteau, voilà, c'était plutôt des égratignures, tu vois, mais c'était quand même des coups de couteau. Comment on pose la question, est-ce que t'es tombé en moto en anglais? You are fall with your motorbike? J'aurais pas dit mieux. Ah ouais, fall, c'est bien. Et les gars, je suis fort, hein. Non, parce que je t'imaginais en train de lui parler. Ah ouais, c'est compliqué. Et du coup, les gars, j'ai arrêté de prendre contact avec elle parce que vas-y, c'est dangereux, hein. Et tu sais qu'au début, j'aimais bien, mais là, ça commence à être trop. Et après, les gars, ce qui est fou, c'est que, tu vois, genre, la description que je donne d'elle, t'as l'impression que c'est une meuf, elle fait 1m80, c'est un CRS, tu vois, elle fait 90 kg avec 80. Et vas-y, la meuf, pas du tout. Les gars, genre, elle est trop mignonne. Genre, quand elle parle avec une voix toute douce, c'est impressionnant. Et en fait, c'est l'opposé entre son caractère violent et son apparence qui est très mignonne. Il y en a qui a dit c'est un trans, non les gars, je sais ce n'est pas un trans, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui a dit j'ai l'impression d'être votre pote, mais ça les gars, si on se croise en vrai, il y a de grandes chances ça match, parce que nous ça match souvent. De toute façon, si vous voulez nous rencontrer, et les gars, c'est pas dur, hein. Regardez de base les gars, Club Malte. Mec, de base les gars, Alan c'est un abonné, ça c'est un truc de fou. Vous voyez, on s'est rencontrés via les réseaux, parce que de base c'était un abonné à la chaîne YouTube, et ça a grave matché, et tu vois, maintenant on est devenu grave bon pote. Et j'ai plein de potes à Malte, on a pas mal de potes à Malte qu'on connaît et qu'en fait de base c'est les abonnés, tu vois, et ils sont venus à Malte pour les vacances ou autre, tu vois, pour s'expatrier, et on s'est croisés par hasard, etc. Puis ça matché et puis c'est passé. Ça marche. Et c'est sûr qu'il y en a dans le chat là actuellement, on va peut-être se croiser dans le futur sur les 20 prochaines années et on deviendra potes, il y a de grandes chances. Alan, t'as perdu combien à cause de FTX? Je me souviens, tu étais pro FTX. Je suis un gros chatard parce qu'en fait j'avais tout bougé sur ma ledger. Et en fait, il me restait à peine 10 000 balles dessus. Et j'ai de la chatte, hein. Parce qu'en fait, moi, les gars, je laisse rien sur les exchanges. Très peu, en fait. Je mets un peu de stacking quand même. Bybit, là, je laisse pas mal sur stacking. Je mets un peu, voilà, à droite à gauche. Mais on va dire que tous les gains que je vais faire en trading, tous les plus, on va dire, je les mets sur ma ledger. Donc j'ai eu vraiment de la chatte. J'ai perdu 50 000, les gars, sur FTX. Bon, mais beaucoup, par rapport à mon capital, c'est correct. C'était pas énorme en termes de capital. Pire, quoi. En fait, ce qui est important, ce que vous avez perdu sur FTX, c'est pas le chiffre, si c'est 1000 euros, 50 000, 1 million, on s'en fout. C'est combien ça représente par rapport à votre capital. Alan, t'es chaud pour la Coupe du Monde? C'est ce que j'allais dire. Ouais, mais écoute, moi je suis ultra chaud. Ah, j'ai tout regardé déjà de 1 et je vais aller dans beaucoup de matchs, je pense. Vraiment beaucoup de matchs. Là, j'ai été invité pour plein de matchs. Malheureusement, je suis pas en France donc je peux pas aller les voir. Mais je vais essayer d'aller en voir le maximum. En plus de ça, je suis pas, bon, c'est pas le mot égérie, mais en gros, je travaille et je vais travailler énormément avec Ovaly. Du coup, là, je vais pas faire. Je vais pas trop Ovaly, parler, Oval. Ouais. Non, Ovaly, ça se dit. Ouais, mais les gens ils disent tous Oval. Ouais, bah alors, mais les gars, bon, Oval 3, les gars. C'est l'Ovaly, c'est l'Ovaly. Ovaly. Et du coup, je vais essayer d'aller dans le plus de matchs possible, de vous faire peut-être des petits vlogs. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse des vlogs comme ça quand j'irai voir quelques matchs, peut-être à la finale et tout, ça serait incroyable. Non, ça serait trop bien. Ouais, ça serait fou. Moi, après, rugby, je m'en fous un peu plus. Même encore plus, regarde, si j'arrive alors là, je vais essayer de gratter. Si je vais voir plein de matchs dans plein de villes de France, avant les matchs, on se fera des petits apéros et tout ça. Oh, ça serait cool. Dites-moi si vous êtes chaud pour que j'essaye de faire des conseils comme ça. Et il y en a un, il dit si je vais à Malte, je repars pas et tout. Et les gars, faites gaffe, il y en a plein, ils viennent à Malte, ils aiment pas. Après, il y en a pas, on n'a pas vu beaucoup. Mais il y en a qui viennent à Malte et qui apprécient pas. Et en fait, c'est très suivant le profil que tu as. Avec Alan, à peu près pareil par rapport à ça. Mais nous, on kiffe bien, tu vois, pas les grosses métropoles, pas les grosses villes. Et Malte, c'est pas une ville énorme. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est bien, quoi. Ça reste assez, pas familial, mais tu vois, genre, c'est pas des grosses villes. Et surtout, c'est très chill. C'est-à-dire, tu peux rentrer en boîte. Des fois, je rentre en boîte, les gars, on est en short de bain. Tu peux rentrer en jogging, tu peux tout faire. Donc, claquette, tu peux faire ce que tu veux. Je vais pas te mentir. C'est pas cher, genre, c'est tranquille. Et t'as pas le truc comme à Dubaï, tu vois, où moi j'ai beaucoup moins aimé. C'est moins sur l'apparence. Et moi, je préfère beaucoup plus ce style-là. Mais si vous êtes pas trop dans ce style-là, vous aimez bien tout ce qui est apparence, tout ça, et ben, vous avez moins kiffé, je pense. Mais après, entre nous, il faut dire la vérité, hein. Nous on kiffe, on est avec des gens qui kiffent,
Mais moi, la majorité des gens que j'ai rencontrés, ils ont pas aimé Malte. Hein. Ah ouais? Ah non. Moi, tous mes potes qui sont venus à Malte, ils ont kiffé. Non, mais c'est pas pareil, tes potes. Tes potes, ils viennent en vacances une semaine, ils kiffent. Moi, je te parle de ceux qui me restent plus longtemps et tout ça, tu vois. Ou les gens plus âgés aussi. Moi, je pense que les gars, il y a facile 90% des gens qui aiment pas. Ah ouais? Parce qu'ils disent, ouais, c'est trop petit, on se fait chier, y a pas de verdure. Après, si tu restes à l'année, c'est chiant. C'est pas toujours très, c'est pas très propre, hein, on va être d'accord avec nous. Ouais, ensemble, c'est beaucoup la fête, tu vois. Si t'aimes pas la fête, y a rien à faire à Malte. Si t'aimes pas la fête, c'est compliqué, ouais. C'est vrai que nous, on aime beaucoup la fête, du coup. Donc, pareil, après, c'est que des rochers, y a pas de plage. Ouais. C'est minuscule. En une semaine, t'as déjà tout fait. Ouais, mais tu vois, par contre, il passait 6 à 8 mois dans l'année et puis le reste de l'année ailleurs. Pour moi, c'est parfait. Et ça, je peux le faire pendant 20 ans. On parle pas de toi là. Oui, je sais, mais je veux dire, les gens peuvent faire pareil s'ils ont dans le crypto et tout. Le même profil qu'on a, c'est un profil qui est beaucoup le même pour les gens. Ouais, enfin, les gens qui nous regardent là. Un pays comme Malte sans les sorties, c'est Dubaï. Non, ça n'a rien à voir. Hein. Dubaï et Malte, c'est très très différent. Ah, il y en a un, il dit, il faisait trop chaud. Au mois de juillet, c'est vrai que juillet, les gars, ça tape. Il fait 35 entre 35 et 40 degrés. Après, moi, je kiffe quand il fait bien chaud et que du soleil. Et tu dis, le trafic, ça me fait pas rêver. Mais il y a un peu de trafic, mais les gars, venez en. Oh, je vous jure. Bali, hein. Non, mais venez en Indonésie. Venez à Bali, vous allez péter un câble. Ah ouais. Non, mais le trafic en Asie, mais alors en Indonésie, là, c'est un délire. J'ai tellement jamais ouf vu ça. qu'il m'a fait bouffer le goudron 2 fois. 2 fois, j'ai mangé le goudron. Ah ouais, non, mais ouais, par contre, mai, juin, septembre, octobre, meilleure période à Malte. Alan, tu as des séquelles? Ouais, un peu. Bah, j'ai toujours mon épaule droite où je peux pas dormir dessus. Sinon, j'ai un peu mal. Donc, ça s'améliore petit à petit. Et après, j'ai des marques un peu partout parce que les brûlures. Mais ça va. Ouais, c'est pas grave. Ça va quoi. Je me répare petit T'as à eu petit, pire. Quoi. Mais là, on a fait très fortement la fête pour la full moon. Ah ouais, c'était terrible. Et en fait, terrible cette full moon. On a tellement dormi pour récupérer. Oh là là, en gros, j'ai dormi. Oh, en fait, vu que je peux pas dormir sur l'épaule droite, j'ai dormi sur l'épaule gauche. Et je crois que j'ai dormi 12 heures d'affilée sur l'épaule gauche. Ah ouais. Du coup, je me suis réveillé avec l'épaule gauche défoncée, le torticolis. Mais les gars, après la full moon, j'ai dormi 15 heures d'affilée. Ah ouais. Mais gros. Non, attends, 15 heures d'affilée, 3 jours aussi. Ouais, c'est vrai. Non, mais en fait, mec, ça te pompe ton énergie. Genre, tu vas à la full moon, les gars. Déjà, tu commences à. La full moon, pardon. Tu commences à 18h. Dis pas de bêtises. Tu commences à 18h. Et déjà, tu commences et tout, before, machin. Après, tu vas à l'arena, tu sais, tu vas au bar et tout, tu bouges. Les gars, tu prends tout en moto. T'arrives à la full moon, 7 heures d'affilée, tu fais que bouger, danser. Et après, les gars, on rentre à 7, 8 heures du matin. Laisse tomber, tu t'arrives, t'es mort, t'es rincé. C'est encore plus fatigant que les soirées par boîte ou des trucs comme ça. Ouais. Non, mais surtout qu'il y a c'est sur du sable. Donc, en gros, sur le sable, le problème, c'est que. Bah en fait, toute la nuit en plus, je sais pas si vous avez tu fais déjà genre fait les 5 férias. km de marche, c'est vrai. Mais c'est une dinguerie. Hein. Non, mais c'est abusé. Parce que je sais pas si vous avez déjà fait les férias en France, mais déjà en fait toute la soirée vous marchez. Sauf les petits joueurs qui restent toujours dans la même bodega ou dans le même bar ou dans un petit endroit tranquille avec ses potes. Mais sinon, moi j'ai toujours fait les férias, on fait des tours. Et déjà c'est fatigant, mais ça va, tu vois, on est jeune. Mais par contre, quand vous faites la même chose dans le sable, on a bien dormi. Hein. Ah ouais, j'étais mort. Ouais, c'était bien marrant. Il y en a un, il demande la boutique Casquette Crypto Futur. Les gars, ça n'arrivera jamais cette boutique là. Si je vous croise en vrai, je vous en passe une. Mais Alex, impossible, t'en auras jamais. Pourquoi? Ah bah si elle s'appelle Alexia peut-être Mathieu il donne ses casquettes qu'à des meufs. Quoi Après il dit ouais j'en donne une dans chaque pays il y a une casquette. J'avoue que les gars il y a des casquettes dans tous les pays. J'en ai vu en Australie, il y en a encore, il y en a Portugal. Oh Portugal j'ai oublié celle-là. La vie là-bas c'est moins cher qu'en France. Bah les gars pour donner un ordre d'idée, à Malte le SMIC il est à 800€ et en Thaïlande il est à 300-400€. Alors qu'en France, il est à 1200-1300. Vous utilisez la CB de Binance plus maintenant parce que, en fait, je vais être transparent avec vous. J'ai un compte Binance perso. Mon compte Binance perso, du coup, il y a mon numéro fiscal dessus, français. Et en gros, vu que j'ai pas envie de payer de flat tax, etc., bref, même pour changer et tout ça, c'est une galère pas possible. Du coup, je l'utilise plus. Donc, en fait, je me suis fait un compte professionnel Binance. Aujourd'hui, je suis institutionnel carrément. Je suis, quand on regarde mon compte Binance. Institutionnel. Ouais, il y a mon nom de ma société maltaise, même pas mon nom à moi. Et en gros, il y a marqué Instit dessus. En gros, moi j'ai un pareil du coup. Et du coup, c'est très long à faire. Ça m'a coûté un bras. Mais du coup, aujourd'hui, ouais, j'ai des libertés qui sont ouf. Par contre, mauvaise nouvelle, il n'y a pas de CB pour les pros là, apparemment. Mais là, aujourd'hui, je peux pas utiliser mes cryptos en direct, ça me daille. Mais après, ici, on vit en crypto, hein, je peux pas vous mentir. Ouais. On a un système en fait pour pouvoir avoir des cool. contre des cryptos. Donc moi j'ai pas utilisé des euros depuis longtemps. Et la villa ici, on l'a payé quoi, 10 000 balles, on l'a payé en crypto, en USDT. Combien pour être libre financièrement, comme vous pour le prochain bull run? Je vais pas parler en capital, je vais parler en termes de salaire mensuel. Moi je pense qu'à partir de 15-20 000 euros, tu peux à la fois vivre une vie de dingue, sans limite, sans réfléchir, et mettre de côté. Moi je dirais 10 pour vivre une vie de ouf, mais à un moment donné tu peux pas tout faire quoi. Et 20
Moi, ça a été mon déclenchement où tu peux commencer à vraiment tout faire en fait. Tu fais tout ce que tu veux. Vous utilisez toujours l'USDT en stablecoin? Tu utilises quoi toi en stablecoin? Moi, je vais majoritairement USDT. Hein. Moi, je vais pas vous mentir, les gars. Tous les profits que je prends, USDC. Ah 100% ouais. USDC, 0 USDT. Parce qu'en fait, je trade en USDT. Et du coup, toutes mes paires. Non, tout en USDT en fait sur mes comptes de trading. Donc en fait, dès que je prends des profits que je mets sur Manager, USDC direct. DAI, je me sens pas à l'aise. Pas encore à l'aise, tu vois. Le DAI, ouais. Non, moi USDC. USDC c'est bien. USDC à balle. J'aime bien le BUSD aussi, c'est pas mal. C'est dur de venir s'installer à Malte et de tout mettre en place. Un petit tuto. Bah, nous, on est passé par les Français à Malte. Non, c'est quoi? Non, c'est. Ah, j'ai oublié. On retrouvera, on vous le dira. Mais en fait, c'est pas dur. En fait, il y a des agences là-bas qui vous aident. C'est entre 1000 et 1500 balles. Et elles vous aident à trouver l'appartement, elles vous aident à avoir une sécurité sociale, elles vous aident à avoir les papiers pour la carte d'identité maltaise. Et ouais, donc on vous aide pour tout en fait, même pour trouver une salle de sport, même pour du networking, pour trouver des contacts quoi. Donc voilà quoi. C'est vraiment pas dur d'y aller. Par contre, il faut du cash quoi. Si vous avez pas de cash, si vous avez pas déjà un revenu qui tombe, n'y allez pas quoi. Sinon vous allez pas kiffer. Faut pas être riche non plus là-bas. Ah oui, parce que là on parlait de notre vie à nous. Ah, putain, mais à Malte, à 2000 € par mois, les gars, vous vivez hein. Ouais, large. Alan, pourquoi tu vas pas au Portugal? Pour les vacances ou pour y vivre? Pour les vacances, j'ai fait le tour déjà, pas mal. J'y allais tous les ans. Et pour y vivre, je préfère Malte. TikTok, un des pires réseaux. Ah ouais, c'est la mort. Ouais, les TikTok, en fait, film, les gars, j'ai jamais vu des personnes aussi débiles. Non mais vraiment, hein. C'est le terme. Non mais les commentaires, ça fait peur sous TikTok. Vous irez checker les gars les commentaires des TikTok, n'importe quel TikTok vous prenez, vous verrez, c'est hallucinant. Non mais là les gars, en fait, je vous explique. Hein. Là j'ai le mic, je suis avec vous, sur la chaise, les jambes bien posées. Si Mathéo coupe pas le live, c'est la merde. Hein. Il reste des heures, Alan. Non mais là moi, il est trop bien. Ah mais oui, moi j'adore. Les mecs, les gars, chauffez-le pour qu'il ouvre sa chaîne Twitch. Ah. Vous êtes chaud là? Dites-le dans les commentaires si vous êtes chaud là. Dites-lui qu'il ouvre sa chaîne Twitch. Dans le chat. Il y en a, il a dit c'est quand le mariage. J'avoue que les gars, que sur les réseaux, on a l'impression on est H24 ensemble avec Alan. C'est un truc de fou. On peut dire qu'on est en couple. On peut dire qu'on est en couple. Et les gars, c'est un truc de fou. C'est vrai qu'en fait, quand tu regardes Insta, on est tout le temps ensemble. Tu regardes les lives. À chaque fois qu'on fait un live, on est ensemble. Les pas YouTube, mais c'est vrai qu'on est tout le temps H24 ensemble. Putain. En fait, même parce que je peux dire des conneries, on entend pas. Mais vous entendez. Mais en vrai, les gars, moi, j'aurais pas pu voyager seul. J'ai trop du mal avec la solitude. C'est vraiment le truc que j'ai déteste le plus. Et en fait, trouver quelqu'un qui fait à peu près le même travail que toi et qui a à peu près aussi revenus qui vont avec et qui peut travailler où il veut dans le monde et qui en plus, tu sais, ça match au niveau d'amitié et tout, c'est vraiment pas facile à trouver. C'est presque impossible. Ouais, c'est pour ça que du coup, on s'est bien trouvé, on fait beaucoup de voyages ensemble. Vous vous embrouillez des fois. Non mais nos embrouilles, ça dure 2 minutes, c'est même pas des embrouilles. Je crois que c'est jamais embrouillé. Hein. Jamais. Non, en fait, c'est des désaccords où des fois on va un peu, tu sais, on va avoir raison l'un l'autre. Ouais. Mais au bout de 2 minutes, on est toujours d'accord. Ouais. Oh, c'est vrai, hein. Ouais, c'est vrai. Alors que moi, dans toutes mes amitiés, il y a toujours des petites embrouilles. Tu sais, mais là, nous, non, zéro. Ça va. Cool. De toute façon, il a peur de moi, donc. Je prends le couteau, t'es mort. Ouais, fais gaffe, t'as peur de moi. Je ramène ma petite taille là, la Sissi. Elle te ramène le coup de poing américain, gros, et son low kick de box style. Elle te met KO. Écoutez les gars, la musique, écoutez. Oh non, c'est la fin. Oh non. Merde, moi j'étais parti pour danser. Bon allez les gars, on se retrouve demain sur YouTube, bientôt sur Twitch, sur Twitter. Merci pour cette soirée, ça a été super. Et on vous dit à la prochaine. Et mettez que des cœurs chez Calista. Allez, ciao, à la prochaine.